Bienvenue dans ces capsules pédagogiques pour l'aide des étudiants en technologie de fabrication. Nous sommes toujours dans le procédé d'obtention des pièces brutes et cette 12e capsule porte sur le moulage. C'est la première partie de deux. On parle de la description des procédés de moulage. La 13e capsule porterait sur la conception des moules en sable. Donc, le principe du moulage, c'est qu'on a un moule en deux parties qui est rempli par du métal liquide. Après remplissage, il y a refroidissement et solidification. Ensuite, on démoule, on obtient la pièce. On effectue l'ébarбage, c'est-à-dire enlever le système d'alimentation de remplissage. On obtient ainsi le brut de moulage qui serait par la suite usiné pour obtenir la pièce finie. Le matériau approprié à un tel procédé est un matériau qui doit avoir de bonnes propriétés pour les différentes phases du procédé, pour la fusion, la coulée et la solidification. Pour la fusion, il doit avoir une bonne fusibilité, c'est-à-dire une faible température de fusion. Pour une bonne coulée, il doit avoir une bonne fluidité, donc c'est-à-dire une faible viscosité. Et pour une bonne solidification, il doit avoir un faible retrait, un faible coefficient de retrait. Les types de procédés de moulage, principalement, il y a deux types. Le moulage avec moule non permanent et le moulage avec moule permanent, qu'on appelle moulage en coquille. Le moule non permanent est à usage unique, c'est-à-dire après l'usage du moule, on le détruit et on reconstruit un nouveau moule. Il est généralement en sable ou produit similaire. Le moulage en moule permanent, c'est-à-dire la coquille, c'est à usage multiple, plusieurs milliers de cycles d'utilisation, et généralement c'est une coquille en acier. Quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre? Le facteur principal de choix, c'est le type de matériau. S'il est ferreux, on n'a pas le choix, il faut aller vers le moule en sable, le moulage en sable. S'il n'est pas ferreux, donc c'est une question de température de fusion, bien sûr, vous avez compris. S'il n'est pas ferreux, on regarde la série, grande série ou petite série, le volume de production. Si le volume est grand, donc c'est justifié d'aller vers le moulage en coquille parce que le moule métallique, la coquille, est un équipement, comme on a dit dans la dernière capsule, coûteux et spécifique, très coûteux et ne peut servir qu'à cette forme de pièce. Donc il faut un grand volume de production pour justifier la fabrication d'un équipement qui est aussi coûteux. Par contre, si ce n'est pas un grand volume de production, on va vers le moulage en sable. Focalisons maintenant sur le moulage en moule non permanent et surtout sur la variante principale qui est le moulage sur modèle et châssis. La première étape, c'est la préparation du mélange de sable qui est constitué principalement de sable silicieux, du quartz. C'est l'agent réfractaire qui supporte la haute température. L'argile, c'est l'agent liant qui assure la cohésion et la cohésivité du mélange. L'eau pour faciliter le mélange. Et finalement, du noir de charbon qui est un élément qui se dégage, qui brûle et se dégage à haute température. Il laisse sa place vide. Donc ça augmente la porosité du mélange de sable qui est très importante pour la perméabilité au gaz tel qu'on va voir plus tard. Ensuite, on fait fondre le métal et le rendre prêt jusqu'à l'obtention du moule qui va être rempli par ce métal fondu. Comment on fabrique le moule? Donc, première étape, donc c'est la troisième étape en tout et pour tout, c'est le moulage du modèle, c'est-à-dire mouler le modèle dans le moule. On met la première partie du modèle, la moitié inférieure du modèle, on la met à plat sur le plan de travail. On l'entoure du châssis qui est un cadre métallique rigide et on remplit par du sable. Ensuite, on tasse le sable sur le modèle, c'est-à-dire on l'appuie, on le serre. Après, on retourne le châssis inférieur et on monte le modèle, voilà, la moitié supérieure du modèle sur la moitié inférieure à l'aide des goujons de positionnement. Après, on met le mandrin de coulée et les mandrins pour les évents
qui vont préparer la place des éléments, qui est le jet de coulée et les évents, dont on va voir les rôles plus tard dans la capsule numéro 13. Ensuite, on ferme le châssis, on bloque le châssis supérieur sur le châssis inférieur à l'aide d'autres goujons de positionnement. On met du talc sur le sable du moule inférieur pour empêcher les deux sables des deux moules de s'unir, de se souder, parce qu'on va réouvrir après, et on remplit par du sable. Je l'ai mis ici en une autre couleur pour vous montrer que, en fait, c'est le même sable, sauf que c'est deux parties différentes parce qu'on va ouvrir et dégager le modèle de là-bas, on appelle ça démouler, avant de remplir. On enlève les différents membrans. Ensuite, on fait attention pour dégager le châssis supérieur, le moule supérieur, sans endommager le sable. Là, on est prêt pour... Avant le démoulage du modèle, une dernière étape avant d'enlever le modèle en bois de là-bas, on va tracer le système de remplissage. Donc, comme vous le voyez un peu à gauche, ce n'est pas très apparent. Donc, j'ai fait une vue de dessus pour qu'on le voit. On voit le modèle au milieu du châssis. C'est le plan de joint. Le plan horizontal qui sépare les deux parties du moule, partie inférieure et supérieure, on l'appelle le plan de joint. Le jet de coulée arrive à ce niveau-là. Il n'est pas dans la cavité, mais à côté de la cavité, qui est remplie jusqu'à présent par le modèle. Ensuite, on contourne la place, la cavité qui est déjà remplie, encore remplie par le modèle. On la contourne par ce qu'on appelle le chenal ou bien les chenaux de coulée. Ensuite, il va y avoir des attaques qui vont assurer le remplissage de la cavité par différents endroits de façon tranquille, de façon homogène et pas très accélérée pour éviter l'érosion du sable. Donc maintenant, on est prêt pour le démoulage. On démoule en faisant attention à ne pas endommager la cavité du sable. Ensuite, on peut remouler maintenant le châssis supérieur sur le châssis inférieur. Mais s'il y a un noyau, il faut le placer avant. Donc le noyau, c'est ce qui va faire les formes intérieures. Alors que le modèle, il a préparé la forme extérieure de la pièce. Donc, on place le noyau, ensuite on remoule le moule sur ce noyau-là. C'est le remoulage. On est prêt pour le remplissage maintenant. La coulée, on va faire couler le métal liquide à travers le jet de coulée jusqu'au remplissage. Et on voit maintenant le rôle des évents. Les évents permettent de savoir si le moule est rempli et aussi permettent de faire sortir l'air qui était emprisonné dans la cavité. Sinon, il va sortir par le jet de coulée et ça va faire des éclaboussures. Bien. Une fois le moule rempli, on attend le refroidissement, la solidification et le refroidissement. Ensuite, on extrait la pièce avec le système de remplissage qui lui est encore attaché. Donc, on fait l'ébarbage pour l'en débarrasser. On obtient ainsi le brut de moulage. Parlons maintenant des sables de moulage. Un sable de moulage doit être tout d'abord réfractaire, c'est-à-dire il doit supporter les hautes températures sans fondre, sans brûler, sans coller, sans se dégrader. Il doit aussi être perméable au gaz. Quel gaz? On parle des gaz de coulée, c'est-à-dire de l'air qui était dissous dans le métal liquide et qui va se dégager lors de la solidification. Donc il doit avoir par où sortir. On ne parle pas de l'air de la cavité qui va sortir lors du remplissage par les évents. Il doit être aussi cohésif, c'est-à-dire il doit se tenir et supporter les vibrations et les manipulations que va encourir le moule. Il doit aussi être compressible. Certaines zones du moule vont supporter de la compression lors de la solidification et suite au retrait du métal. Il doit aussi être plastique, c'est-à-dire la déformation encourue par le sable du fait qu'il est pressé par le modèle doit être permanente et non élastique, c'est-à-dire non permanente.
Le moule peut être rempli par deux façons, par deux types de sable. Tout d'abord, on utilise un sable de contact neuf n'ayant jamais servi juste au contact avec le modèle et on remplit le restant du moule par du sable de remplissage, c'est un sable recyclé. Ou bien, on mélange les deux, le neuf et le recyclé, et on appelle ça le sable unique, et on remplit le moule de façon uniforme avec ce sable unique-là. La première option, c'est une option qui favorise la qualité, alors que la deuxième, elle augmente la productivité du procédé. Toujours pour le moulage en moule non permanent, voyons d'autres variantes que la variante principale qu'on vient de terminer. Donc il y a toujours le moulage en grappe, comme la grappe de raisin. Donc ça consiste à faire plusieurs moules en profitant du même système de remplissage. On parle aussi du moulage en motte. C'est un moulage sans châssis pour des petites pièces directement à même le sable. Le moulage au trousseau, c'est un moulage sans modèle pour faire des formes simples à section constante. On va déplacer des plaques sur le sable pour laisser la trace sans avoir un modèle tridimensionnel. Donc un moulage avec plaque modèle, c'est une version pour les grandes séries. Ça facilite la mécanisation et l'automatisation du procédé, c'est-à-dire en grande série. Donc on parle ici de grande série de produits ferreux. Si c'était non ferreux, on aurait passé au moulage en coquille. Le moulage en carapace, ou qu'on appelle aussi le procédé Croning, ça a l'avantage de donner une empreinte fabriquée à l'extérieur du moule et placée ensuite à l'intérieur du moule. Ça donne une grande précision et une faible rugosité. Le moulage à la cire perdue, c'est la solution pour les formes non démoulables. Donc on utilise un modèle fusible en cire, un modèle qui va fondre ou des fois qui va s'évaporer. On utilise des modèles en polystyrène expansé. Donc il n'y a pas de moitié de modèle. Le modèle est à même le sable en un seul morceau. Il n'y a pas de plan de joint. Il n'y a pas de problème de contre-dépouille, etc. Le moulage en continu, c'est pour les produits longs à section constante, comme les tubes et les profilés. C'est un peu l'équivalent de l'extrusion en forgeage, tel qu'on va voir plus tard. Et moulage par centrifugation, donc ça permet d'éviter le noyau central, ça augmente la compacité en faisant tourner à grande vitesse le moule autour d'un axe de rotation. Passons maintenant au moulage en moule permanent. La variante principale, c'est en coquille et par gravité, sans pression. Donc le principe, c'est d'avoir un moule inférieur muni d'éjecteurs, un moule supérieur qui est guidé en translation par rapport au moule inférieur et probablement une broche qui joue le rôle de noyau. On ferme la cavité, bien sûr de façon mécanisée parce que tout ça c'est lourd et ça prend des moteurs pour les déplacer. On remplit par le métal liquide, on attend le refroidissement, la solidification, ensuite il y a le dégagement de la partie supérieure et éjection. Obligatoirement, il faut avoir des éjecteurs, on ne peut pas l'éjecter à la main. Donc le moulage en moule permanent, il y a bien sûr d'autres variantes, comme le moulage sous pression jusqu'à 1000 bars de pression. La surpression a le même effet que les masselottes. Et les noyaux utilisés ne peuvent être que métalliques. Bien sûr, on aurait compris par cette phrase que on peut, dans le moulage en moule permanent, utiliser des noyaux en sable si l'extraction des noyaux, des broches, est difficile. Mais dans ce cas-là, si on utilise la pression, on ne peut utiliser que des noyaux métalliques car le sable va s'effriter sous la pression. On parle aussi de moulage par centrifugation, comme on a vu pour le moulage en sable par centrifugation. Ça à l'aide de machines à mouler avec une accélération de quelques dizaines de G. Pas de noyaux centraux, bien sûr, et ça donne une meilleure compacité.
Moulage en continu, donc on utilise à la place du moule une filière froide au lieu d'un moule et ça donne des produits longs à section constante. Ceci constitue la fin de notre 12e capsule. Merci pour votre attention. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web, la page Facebook ou bien m'adresser vos questions sur mon email que vous voyez en bas de la page.